Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers confrères une autre fois, toujours dans le module de génétique. La fois passée, on avait vu déjà les maladies mendéliennes, puis les maladies monogéniques. On avait vu leur mode de transmission, leurs manifestations. On a donné de plusieurs exemples concernant ces types de maladies. Cette fois-là, c'est de l'inverse, c'est de l'hérédité non conventionnelle ou bien non mendélienne. Donc, elle est dite aussi la transmission mitochondriale, comme on va voir, c'est le rôle de mitochondrie de la femme ou bien de la mère dans cette hérédité-là. C'est le cours du docteur Benissa. Toujours des supports de tous les cours sont disponibles dans la description. Je vous invite toujours à abonner pour recevoir ces vidéos pendant toute l'année. Et je vous demande bien sûr le maximum de partage de ces vidéos-là pour que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants le plus tôt possible. Ça, c'est mon but à réaliser de cette chaîne-là. Commençons premièrement notre cours par les généralités. Donc ça, on a déjà vu, c'est l'hérédité, c'est la transmission à la descendance de caractères ou bien de phénotypes d'une lignée à une autre. Notre intitulé aujourd'hui est la transmission non mendélienne. Elle concerne la transmission des traits déterminés par des gènes portés par le génome des organites. C'est le mitochondrie qui est porté par la mère. Donc chez l'être humain, l'hérédité mendélienne, plutôt non mendélienne, est particulièrement étudiée car impliquée dans différentes maladies comme les maladies mitochondriales. Donc là, nous sommes dans un autre territoire de pathologie. Là, c'est le territoire des maladies non mendéliennes, maladies de transmission mitochondriale, comme on va voir. Donc ça, c'était comme les généralités et introductions concernant l'hérédité non conventionnelle, l'hérédité non mendélienne. Deuxièmement, on va aborder le terme de l'empreinte parentale. Donc, l'empreinte parentale qui est indiquée là. Donc, c'est un phénomène physiologique, l'empreinte parentale. Donc, la descendance des fils ou bien les filles vont soit avoir le caractère du père ou bien du mère. Donc, ça, c'est de l'impression ou de l'empreinte parentale. C'est du phénomène physiologique. Il concerne quelques dizaines de gènes seulement, ce qui conduit dans les conditions normales l'expression d'une seule de deux copies parentales de chacun de ces gènes. Donc, soit de la copie maternelle, soit de la copie paternelle. Lorsqu'on dit plutôt la fille ressemble à la mère, le fils ressemble à son père, là c'est du caractère de l'empreinte parentale, c'est de la ressemblance et de la transmission, mais elle intéresse juste quelques gènes, par exemple la couleur des yeux, couleur des cheveux. Donc on dit que le fils a l'empreinte de son père. Parfois c'est de la mère qui a l'empreinte de sa mère et ainsi de suite. Donc soit une copie maternelle, soit la copie paternelle, selon le gène qui est considéré comme on avait dit, soit la couleur des yeux, couleur des cheveux, ou bien un caractère du père qui est, ou bien de la mère qui est caractéristique de lui. Donc ça c'était l'empreinte parentale. Donc soit c'est l'empreinte maternelle ou de l'empreinte paternelle. Et je répète, tout ça sont des phénomènes physiologiques. Mais gardez-vous en tête, et elle intéresse ou bien elle concerne juste quelques dizaines de jeunes seulement. C'est pas tous les jeunes qui vont subir du phénomène de l'empreinte. Donc, après qu'on avait vu déjà, c'est quoi une empreinte parentale? Là, on va voir comme deuxième titre, c'est les anomalies de l'empreinte parentale. Qu'est-ce qu'il peut survenir comme anomalie pendant ce phénomène d'empreinte qui est physiologique? Donc là, dans l'illustration, c'est l'empreinte en bleu, c'est l'empreinte paternelle et en rose, c'est l'empreinte maternelle. Donc ça, ce qu'on a déjà en train de parler, c'est de l'empreinte paternelle. Premièrement, donc, origine de divers syndromes qui sont malformatifs malheureusement, comportent ce phénomène d'empreinte. Donc des anomalies de la croissance, certaines tumeurs, certains de ces syndromes qui sont bien caractérisés par les phénomènes de l'empreinte ou bien d'anomalies d'empreinte paternelle. Et c'est le cas des syndromes de Prader-Willi
et d'Engelmann qui sont illustrés là, ce sont des malformations multiples qui sont dues à une anomalie où cette anomalie-là, elle est dans l'empreinte parentale située sur le chromosome 15, dans le bras long entre le bande 13, plutôt sur le chromosome 15. La bande, c'est Q. Là, on est en train de récapituler le premier cours du karyotype. Q veut dire le bras long. 11 jusqu'au 13, c'est entre la bande 11 et la bande 13. Donc là, c'est un défaut d'empreinte paternelle. Et là, ça va donner le fameux syndrome de Prader-Willi et d'Engelmann. Donc c'est un syndrome malformatif. Mais c'est pas juste des malformations. Parfois, on a des problèmes de croissance, certaines tumeurs, d'autres syndromes. Donc, le phénomène d'empreinte, je répète, le phénomène d'empreinte paternelle, il est physiologique. Mais lors du survenue des anomalies là, comme là on a une délétion sur le chromosome 15, ça va donner le syndrome de Prader-Willi lors de la transmission de cette empreinte parentale là. Donc l'empreinte parentale, c'est un phénomène physiologique, je répète, ce sont les anomalies qui surviennent sur les gènes, c'est quelques dizaines de gènes qui sont intéressés par ce phénomène d'empreinte là. Et là, c'est ce qui va donner la manifestation de plusieurs syndromes. Gardez-vous en tête, le syndrome le plus fréquent, c'est le Prader-Willi et d'Engelmann. Tout ce qui est en gras, toujours, je répète, sont des questions fréquentes d'examen. Et c'est une délétion qui va survenir sur le chromosome 15. La bande, c'est Q11 jusqu'au Q13. Je répète, la délétion du chromosome 15, c'est du bande de Q11 jusqu'à Q13. Et ça va donner le fameux syndrome de Prader-Willi d'Engelmann, qui est une pathologie de l'empreinte parentale. Donc j'espère que la notion de l'empreinte parentale, soit maternelle, soit paternelle, est maintenant prise en tête et les anomalies qui peuvent survenir lors de ce phénomène physiologique. Donc, ne pas confondre l'empreinte avec des anomalies congénitales ou bien des malformations. L'empreinte, c'est physiologique, ce sont les délétions, ce sont les cassures, ou bien ce sont les anomalies génétiques concernant ces gènes-là qui vont subir ce phénomène, qui vont donner un phénotype qui est atteint ou bien pathologique. Donc, ça, c'était le deuxième titre, l'empreinte parentale et les malformations qui peuvent survenir lors de ce phénomène-là. Troisièmement, comme troisième titre, dans la hérédité non conventionnelle, on va avoir la notion de l'hérédité mitochondriale. Donc, et là, c'est notre but du cours là, c'est l'hérédité mitochondriale. Là, vous voyez, c'est l'illustration de l'empreinte paternelle dans la maladie. Avant d'entamer la hérédité mitochondriale, on voit quelques illustrations. Vous voyez là, c'est du chromosome 15 qui est illustré. Donc, c'est la région délétère et elle est transmise au fils. Donc, vous voyez là, c'est là, ce fils-là, il va subir du syndrome de Prader-Willi. Donc, parmi les caractéristiques de ce syndrome-là, c'est l'hypotonie qui va être réduire du muscle, comme vous voyez là chez les nouveau-nés. Donc, ça, c'est du syndrome du Prader-Willi, associé de plusieurs malformations, avec une hypotonie des muscles. Et c'est la cause de là, on est en train de récapituler, c'est la transmission, ou bien une empreinte paternelle qui a subi une délétion au niveau du chromosome 15. Tout est illustré là, dans l'illustration. J'espère que la notion de l'empreinte est maintenant claire et facile à retenir. Et on passe au titre le plus important, c'est de l'hérédité mitochondriale. Donc, la transmission mitochondriale, c'est le processus par lequel la mitochondrie génétique, ou bien le matériel génétique de mitochondrie est transmis de parents jusqu'à l'enfant. Donc, l'embryon qui est issu de la rencontre du spermatozoïde avec une ovocyte, comme illustré là, c'est la rentrée, bien la rencontre du spermatozoïde avec des mitochondries. Le gamète mâle ou bien le spermatozoïde, mais les mitochondries ne viennent, ça vous devez retenir,
les mitochondries de la cellule œuf proviennent exclusivement de l'ovocyte. Pourquoi? Le spermatozoïde qui est illustré là, vous voyez, il va perdre son mitochondrie, sa mitochondrie parentale, bien paternelle. Il va, donc, tous les mitochondries que le fœtus ou bien l'œuf fécondé va avoir, ce sont d'origine maternelle. Et ça, ce qu'on appelle l'hérédité maternelle. Donc, la transmission des maladies liées à l'hérédité mitochondriale, elles sont dues aux anomalies de côté maternel, je répète, c'est pas du côté paternel. Donc, le spermatozoïde n'apporte en effet que son matériel génétique. On vous voyez là dans le zygote, c'est juste le matériel génétique qui est illustré en rouge du spermatozoïde qui a été passé ou bien il a transmis au zygote. Donc, aucun matériel génétique mitochondrial, je répète, de spermatozoïde va être transmis à l'œuf où le matériel mitochondrial est d'origine maternelle. Donc, le spermatozoïde n'apporte en effet que son matériel génétique nucléaire, ses propres mitochondries étant détruits au moment de la fécondation, comme illustré là dans l'illustration. Ça, c'est la notion de base. La notion à retenir concernant l'hérédité mitochondriale, c'est essentiel. Afin de déterminer l'origine de ces maladies-là, il faut faire la distinction entre les maladies mendéliennes et les maladies mitochondriales dites non mendéliennes. Et c'est ça le mot-clé là. C'est la perte des mitochondries des spermatozoïdes pendant la fécondation ou bien la formation de zygote. Et donc, la transmission là de l'ADN mitochondrial se fait donc uniquement de mère à enfant. Donc, il n'y a pas de transmission père-fils. Ça, on a abordé la transmission père-fils. Dans les modes de transmission des maladies mendéliennes, je vous invite à consulter le cours. Il est toujours dans la playlist pour mieux comprendre l'enchaînement de génétique ou bien des maladies génétiques du karyotype normal jusqu'aux anomalies mitochondriales. Donc, il existe un enchaînement du cours. Je vous invite à traiter ce chapitre-là comme une seule entité afin de mieux assimiler. Donc, la transmission d'ADN mitochondrial se fait donc uniquement de mère à l'enfant. La transmission mitochondriale ne va pas suivre les règles classiques de la transmission de Mendel. Donc là, les lois de Mendel ne s'appliquent pas. Faites attention. Les lois de Mendel ne s'appliquent pas dans les maladies à transmission mitochondriale. Ne faites pas cette bêtise aux examens. Donc, là, nous sommes dans un autre titre, dans un autre type de transmission. C'est la transmission mitochondriale. C'est seuls les organismes maternels. Donc là, la transmission est mère-enfant. J'espère maintenant que l'hérédité mitochondriale, la notion d'organites ou bien de matériel génétique mitochondrial est pris en tête. Ce sont des questions fréquentes des examens. Quatrièmement, on va aborder le terme des maladies multifactorielles ou polygénétiques. Donc, ce sont des notions dans ce cours-là. Quelles sont ces maladies multifactorielles-là, ou bien encore appelées maladies polygéniques, ou bien à hérédité complexe. Donc, c'est un autre type de transmission. De maladie, là, c'est pas mendélien. Donc, on a vu premièrement l'empreinte, deuxièmement l'hérédité mitochondriale, et dernièrement les maladies multifactorielles ou bien polygéniques. C'est pas d'une pathologie monogénique. Je répète, dans ce cours-là, nous sommes en dehors des maladies mendéliennes. Les lois de Mendel ne s'appliquent pas dans ces pathologies-là. Donc, notre quatrième titre, c'est les maladies multifactorielles polygéniques. Donc, ils sont encore appelés maladies polygéniques ou bien à hérédité complexe. Ils sont dus cette fois-là à nombreux facteurs génétiques et même du milieu. Donc, c'est pas un seul gène qui est responsable dans la maladie, comme dans les maladies mendéliennes. Là, on a nombreux facteurs génétiques et même aussi le milieu. Donc, ce fait important, les allèles impliqués ne sont, dans une très grande majorité des cas, ne sont pas délétères, mais confèrent seulement une susceptibilité accrue à la maladie. Ce que ça veut dire, donc,
Au contraire des maladies mendéliennes, le porté des gènes, ça fait très probablement que le patient va subir du phénotype qui est malade ou bien pathologique. Mais là, ces gènes-là vont donner une susceptibilité. Donc, c'est pas parce que le patient a le gène qui est concerné par la maladie. Donc là, il donne juste une susceptibilité. Donc c'est de la chance, c'est de la probabilité. Donc c'est pas le phénomène ou bien les manifestations sur le phénotype qui vont être observées de façon de certitude. Donc le mode héréditaire là concerne une grande partie des maladies qui sont communes telles que le diabète type 1, le diabète type 2, les maladies cardiovasculaires, certains cancers fréquents, les maladies neurologiques, psychiatriques. On a une prédisposition ou bien une susceptibilité qui est donnée par certains gènes, multiples gènes, c'est pas un seul gène-là. Ces gènes-là vont être le patient, bien, vont rendre le patient susceptible à développer de telle ou telle maladie. Donc ça, c'est de la notion des maladies multifactorielles, polygéniques. Et là, on a comme exemple de multiples maladies, diabète de type 1, type 2, maladies comme maladies cardiovasculaires, des cancers, des maladies neurologiques, psychiatriques, des malformations congénitales, l'asthme héréditaire et certaines maladies auto-immunes. Donc ces maladies-là, ils sont favorisées par des gènes qui donnent le phénomène de susceptibilité que ce patient-là va être atteint de cette maladie-là. Donc là, on est totalement en dehors des maladies mendéliennes. On est en train de parler de séries complexes des gènes. Il ne va pas donner la manifestation clinique, mais je répète, elle va donner ce terme est clé, la susceptibilité au patient d'avoir cette maladie-là. Et l'étude de ces maladies-là comporte trois étapes. Premièrement, montrer que la maladie est familiale. Premièrement, ça c'est à retenir. Deuxièmement, montrer que cette tendance familiale est due à des facteurs génétiques. Et en dernier plan, c'est identifier les gènes qui sont impliqués dans la susceptibilité de cette maladie qui est familiale. Donc, ça, c'était la notion d'une maladie polygénique. Ce sont des structures complexes des gènes qui vont donner le caractère de susceptibilité à certaines populations à développer de telle ou telle maladie. Donc, leur étude comporte trois étapes. Montrer que la maladie est familiale. Lorsqu'on dit prédisposition génétique, donc c'est familial. Montrer que la tendance familiale est due à des facteurs génétiques, plusieurs gènes. C'est pas un seul gène là. On n'est pas dans les maladies monogéniques. Et en dernier lieu, identifier ces gènes-là pour faire attacher leur relation ou bien montrer la relation entre ces gènes-là et la susceptibilité de la maladie qu'on est en train d'étudier. Donc, ça, c'était brièvement la notion des maladies polygéniques. Ce sont aussi des maladies à transmission non mendélienne, donc non conventionnelle. Comme dernier titre, on va avoir, là on est en train de récapituler ce qu'on a dit dans le premier cours, le mosaïque ou bien le mosaïcisme. Donc, il correspond à la coexistence chez un même individu de deux ou plusieurs populations cellulaires. Donc, de phénotypes qui sont différents, comme illustré là. Il existe un mosaïcisme de bas grade. Ce sont quelques cellules et un phénotype différent qui sont observés chez le patient. Il existe le deuxième cas, le mosaïcisme à 50%. Donc, c'est la moitié du corps qui a un phénotype A. Les deuxième partie des cellules ont le phénotype B. Et on a le mosaïcisme de haut grade. Donc là, on ne peut pas différencier les cellules origines d'après les cellules qui sont étrangères. Donc, il existe deux ou bien plusieurs populations cellulaires de génotypes différents. Donc, le karyotype, il est différent dans les cas du mosaïcisme chromosomique. Donc, toute dérivée d'un même œuf qui est fécondé, on va avoir un différent karyotype concernant les cellules qui sont en train de faire de la mitose et de donner ces gamètes-là. Donc, dans le mosaïcisme, gardez-vous en tête, le karyotype va être différent dans le cas de mosaïcisme chromosomique et toute dérivée d'un même œuf qui est fécondé.
Et dans le cas des maladies génétiques, un individu qui a un mosaïcisme ou bien de la mosaïque, il peut à la fois avoir des cellules saines qui sont illustrées là en mauve. Donc ce sont des cellules normales à 46 chromosomes, double X. Ah, c'est une femme, vous voyez. Donc les cariotypes illustrés en mauve là, c'est du cariotype qui est sain. Donc les cellules dans sont saines. Et à la fois, quand vous voyez là, c'est un cas d'un syndrome de Turner avec un mosaïcisme, comme on avait dit dans les maladies liées maladies chromosomiques, on avait dit que le mosaïcisme, parfois, il réduit la manifestation de certaines maladies liées aux chromosomes. Ça, c'est le cas d'un syndrome de Turner qui est illustré. Donc, certaines cellules ont un karyotype qui est normal et les autres qui ont un karyotype monosomique. Vous voyez là, il existe un chromosome X qui est perdu. Donc, c'est de l'aneuploïdie. Donc, vous voyez, la patiente là, elle a les deux phénotypes, bien deux populations de cellules qui ont un génotype différent et bien sûr un karyotype qui est aussi différent. Donc la transmission de ces maladies qui sont liées au mosaïcisme ou bien mosaïque sont aussi des maladies non conventionnelles. Là, on répète, les lois de Mendel ne sont pas respectées, bien ne sont pas appliquées dans ce type de transmission de ces maladies-là. Donc ça, c'était tout pour toutes les notions, tous les points forts concernant le mosaïcisme, l'empreinte parentale, l'hérédité mitochondriale avec les maladies, des empreintes. Donc, tout ça, ce sont des notions à retenir. Ce sont des questions fréquentes d'examen. J'espère que toutes les notions de ces termes-là sont maintenant faciles à retenir. J'espère que la vidéo a été bénéfique. Je vous rencontrerai prochainement, Inch'Allah, dans d'autres vidéos. Je vous demande toujours d'abonner, de partager les vidéos afin que ces vidéos-là atteignent le maximum des étudiants. Je vous remercie pour votre attention et bon courage.